Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une situation clinique hyper fréquente mais pas toujours simple, le cas d'un jeune chien qui se met à boiter. L'idée c'est d'apprendre à faire le tri, avec méthode, entre la panostéite et toutes les autres maladies qui peuvent lui ressembler. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Le cas typique. Un jeune berger allemand débarque en consultation. Il traîne la patte. Le premier réflexe, quasi automatique, c'est de se dire « ce sont les douleurs de croissance ». Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? C'est justement là que notre enquête commence. Première partie, un cas de boiterie changeante. C'est le tout premier indice, celui qui va nous mettre sur la piste principale. Et vous savez, comme dans toute bonne investigation, le premier indice est souvent le plus parlant. Dans notre histoire de boiterie chez un jeune chien, ce premier signe oriente très fortement les soupçons vers un coupable principal. On passe donc à la deuxième section, le profil du suspect numéro 1. Il est temps de mettre un nom sur cette affection, la panostéite. On va maintenant dresser son portrait robot clinique pour être sûr de bien la reconnaître. Alors, le signe qui ne trompe pas, le voilà. C'est cette fameuse boiterie aiguë qui se balade d'une patte à l'autre. Un jour, c'est l'avant droit, la semaine d'après, c'est l'arrière gauche. C'est ce qu'on appelle la shifting lameness. Et ça s'accompagne quasi systématiquement d'une douleur assez vive quand on palpe les os longs. Le profil type, il est assez clair. Ça touche les jeunes chiens entre 5 et 18 mois, surtout les races de taille moyenne à grande. Et s'il y a bien une race prédisposée, c'est le berger allemand. Ça, c'est vraiment le cas d'école. Mais que faire si les indices ne collent pas parfaitement? Si la boiterie reste toujours du même côté, par exemple, ou si d'autres symptômes apparaissent? Eh bien, c'est le moment d'élargir notre champ d'investigation. Troisième section, on enquête sur les autres possibilités. On va maintenant s'intéresser au diagnostic différentiel, c'est-à-dire aux autres suspects qu'il va falloir écarter ou confirmer, les uns après les autres. Premier suspect sur notre liste, l'ostéodystrophie hypertrophique ou ODH. Si on regarde la chronologie, on voit que les tranches d'âge se chevauchent un peu avec la panostéite. Mais attention, l'ODH démarre souvent plus tôt, en général entre 2 et 8 mois. C'est un premier filtre. Et là, la différence fondamentale, elle saute aux yeux. D'un côté, on a le caractère mobile, asymétrique de la panostéite, et de l'autre, le signe majeur de l'ODH, une douleur et un gonflement qui sont symétriques. Ça touche les deux membres en miroir, typiquement au niveau des extrémités des os. En gros, l'une se balade, l'autre est symétrique. Et ce n'est pas tout. Avec l'ODH, il y a des signaux d'alarme généraux. On parle de fièvre, de perte d'appétit, d'un animal qui est complètement abattu. Ces signes systémiques, on ne les retrouve pas dans un cas de panostéite classique. C'est une différence cruciale. On passe à notre deuxième suspect, l'ostéopathie hypertrophique. Ici, le truc le plus important à retenir, c'est que ce n'est jamais une maladie primaire. C'est toujours la conséquence d'un autre problème, souvent grave, qui se passe ailleurs dans le corps. En fait, cette prolifération sur les os, c'est une sorte de sirène d'alarme. Quand on voit ça, il faut immédiatement lancer la recherche de la cause initiale. Et très souvent, malheureusement, c'est une tumeur dans le thorax ou dans l'abdomen, ou une autre maladie sérieuse comme la dirofilariose. Troisième suspect, la prolifération silencieuse. On parle ici des exostoses cartilagineuses multiples. Le mot silencieux est important parce que c'est une pathologie qui se fait très discrète. Et la différence clé, elle est là. Ces petites excroissances osseuses, qui sont bénignes, ne provoquent la plupart du temps aucun symptôme. On les découvre souvent par hasard en faisant une radio pour toute autre chose. Ça contraste violemment avec la douleur bien réelle et aiguë de la panostéite. Et enfin, le dernier suspect, et pas des moindres, l'ostéosarcome. La distinction clinique la plus importante tient en deux mots. La panostéite, c'est une boiterie qui bouge, qui change de place. L'ostéosarcome, c'est une ancre, une boiterie qui est fixe, qui reste toujours sur le même membre et qui ne fait qu'empirer. Cette phrase est vraiment à retenir. Même si l'ostéosarcome est rare chez un jeune chien, on doit absolument y penser et l'exclure si la boiterie est fixe et qu'elle s'aggrave. L'âge ne doit jamais être une raison pour écarter d'office cette hypothèse. On arrive maintenant à la dernière partie, la conclusion de notre enquête, la feuille de route pour le diagnostic. C'est le moment où l'on rassemble tous les indices pour en faire des outils concrets. Et voici le tableau récapitulatif, notre evidence board, si on veut. Cette matrice résume tout ce qu'on a vu. Pour chaque maladie, l'âge, la race type, les signes cliniques clés et la présence ou non de signes généraux. C'est une vue d'ensemble super pratique. Bon, maintenant, ce tableau, on va le transformer en un plan d'action concret, étape par étape. C'est ça qui va permettre de l'appliquer directement en consultation. Voici l'arbre de décision. C'est une sorte de checklist mentale. Étape 1, est-ce que la boiterie se déplace? Si oui, on pense panostéite. Sinon, on passe à l'étape 2, y a-t-il de la fièvre ou une atteinte symétrique?
Si oui, direction ODH. Sinon, étape 3, est-ce qu'on a une suspicion d'un problème thoracique? Si oui, on pense au H. Et on continue comme ça jusqu'à envisager l'ostéosarcome si toutes les autres cases sont décochées. On termine avec une question pour la route, une question qui résume tout. La prochaine fois qu'un chiot qui boite passera la porte de la clinique, quelle sera la toute première question à poser? La réponse à cette question, c'est la clé pour s'orienter sur la bonne piste dès le début.